La République et le fait religieux de 1880 à nos jours. Vos outils pour travailler cette question, votre livre Fouché à partir de la page 41 ou en ligne, la vidéo de Monsieur Raphaël Vaudouin et la carte mentale distribuée. Carte mentale qui est sous cette forme en deux parties. La République et le fait religieux en France depuis 1880, partie 1, partie 2. Alors, on va d'abord se demander ce qu'est la religion. Bon, je pense que vous avez tous une petite idée. Si on regarde dans un dictionnaire, on va trouver quelque chose du genre ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. C'est aussi un ensemble de pratiques et de rites spécifiques à chaque religion. Alors, les grandes catégories de religions. On distingue les religions polythéistes. Alors là, il faut regarder l'étymologie. Ça vient du grec. Théos, théis, c'est la racine qui signifie Dieu, et poly, plusieurs. Donc les polythéistes, le polythéisme, c'est le fait d'avoir plusieurs dieux, de croire en plusieurs dieux, comme à l'époque de l'Antiquité, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, et encore aujourd'hui, les Hindous avec l'hindouisme. Alors, par opposition, les monothéistes. Monothéiste, c'est quelqu'un qui ne croit en un seul Dieu. Il pense qu'un seul Dieu unique existe. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces religions? Le judaïsme, les juifs, le christianisme, les chrétiens, l'islam, les musulmans. Alors, les animistes. Alors, et animiste, quelqu'un qui attribue aux êtres de l'univers, aux choses, une âme analogue à l'âme humaine, l'esprit de la forêt, de la mer, comme dans le film Avatar. Les religions les plus anciennes étaient sous cette forme-là. Alors, un athée est quelqu'un qui ne croit pas à l'idée d'un dieu. Un dieu ou plusieurs dieux, il n'y a pas de dieu, j'en suis sûr, je suis athée. Alors, quand on est agnostique, un petit peu difficile à dire, c'est encore autre chose. Un agnostique, c'est quelqu'un qui sait juste qu'il ne sait pas. Dieu existe, Dieu n'existe pas, ma foi, pas de réponse. Alors, les religions monothéistes, les plus représentées dans le monde, largement en population. Elles sont toutes nées au Moyen-Orient. Dans l'ordre chronologique, le judaïsme en premier, suivi du christianisme, puis de l'islam. Les deux premières dans un endroit qui est aujourd'hui Israël, et la troisième dans un endroit qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Elles se sont ensuite étendues d'abord autour de la Méditerranée. Alors on va regarder une petite carte. Voilà, vous avez une photo de Jérusalem. Jérusalem concentre les lieux saints des trois religions monothéistes. Le mur des lamentations, qui est sacré pour les juifs, le tombeau du Christ dans le quartier chrétien, ici, et le dôme du culte musulman, ici. Le dôme d'où serait parti Mahomet vers le ciel. Mahomet, le prophète des musulmans, comme Jésus-Christ, et le prophète des chrétiens. Alors, Israël, c'est ici, vous voyez Jérusalem. Là, on a la mer Rouge, l'océan Indien, le golfe Persique, qui renferme les plus grosses réserves de gaz et de pétrole de la planète. Ici, c'est l'Iran, ici, c'est l'Irak. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant d'autre sur cette carte? Oui, la Turquie, là, l'Égypte. Donc, sur cette carte-là, vous avez les principaux lieux saints des musulmans. La Mecque, Médine, Jérusalem et Kérouan ici. On a aussi Kerbala et Nadjaf pour les chiites dans cette région-là. Bon, c'est aussi la région où l'écriture a été inventée, en Mésopotamie, un petit peu par ici. Donc vous voyez, c'est le berceau de la civilisation, on va dire, occidentale. Alors, l'Empire romain. L'Empire romain, 100 ans après Jésus-Christ, il s'étendait tout autour de la Méditerranée, Afrique du Nord, Espagne, Italie, début de l'Allemagne, l'Angleterre d'aujourd'hui, l'Europe de l'Est, la Turquie, Moyen-Orient. Donc le christianisme s'est répandu un petit peu partout dans l'Empire romain. Les Juifs, qui étaient en Judée, ont dû s'exiler. C'est ce qu'on appelle la diaspora, la dispersion du peuple juif, tout d'abord en Afrique du Nord, puis ensuite en Europe, en Espagne.
et en Europe de l'Est, par là. Hein. L'islam, lui, s'est développé en Afrique du Nord. Hein. Alors, si on regarde la carte des religions au XVIe siècle, juste après la réforme luthérienne de Martin Luther, dont on a parlé l'année dernière, la réforme protestante. Alors, on a le sud de l'Europe qui est catholique, en orange. Le nord de l'Europe, protestant, hein, les luthériens, les calvinistes, les anglicans, vous voyez tout ce qui est en vert. L'est de l'Europe, ce sont les chrétiens orthodoxes. Et au sud, on a les sud et à l'est, hein, l'Empire ottoman, la Turquie actuelle, les musulmans. Martin Luther, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Martin Luther, vous irez voir ces petites vidéos pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors, la carte des religions actuelles. Alors, la carte des religions dans l'Europe actuelle, ça n'a pas trop changé. Hein. Le sud et l'ouest sont toujours catholiques. Le nord est toujours protestant. L'est, chrétien orthodoxe. Et le sud, musulman. Hein, dans ce sud, on a donc les pays d'Afrique du Nord, hein, qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, qu'on voit pas ici, l'Égypte. Là, on arrive sur Moyen-Orient et on termine par la Turquie ici. Alors, on a fait un petit peu le tour de ce qu'est l'idée de religion, en particulier en Europe. On va se rapprocher maintenant de la République. Alors, qu'est-ce que c'est une République ? C'est une forme de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes qui sont élues. Une république est typiquement l'antonyme d'une monarchie héréditaire, mais n'est pas toujours synonyme d'une démocratie. Hein, il peut y avoir des républiques, on va dire, un petit peu faussées, dans lesquelles il n'y a par exemple qu'un seul parti politique. Donc certes, des élections sont organisées, mais comme il n'y a pas le choix, hein, c'est un petit peu hypocrite, on va dire. Alors, en France, la République date de la Révolution française, hein, la première est de 1792. On est aujourd'hui à la 5e République. Sur la photo, le siège de l'Assemblée nationale, où se réunissent les députés, hein, l'Assemblée nationale, une des deux assemblées élues, hein, l'autre étant le Sénat. Alors, ça sera le moment de ressortir votre petite frise distribuée en début d'année, sur laquelle je vous avais placé quelques dates importantes à connaître, dans la partie jaune, hein, sur laquelle on a déjà eu une évaluation. La partie grise représente l'alternance des régimes politiques, et la partie mauve en bas, l'évolution du droit de vote. Alors, si on regarde la partie grise, sur laquelle je vous ai représenté en rouge les périodes de monarchie ou d'empire, hein, donc sans république, et en jaune la république, vous pouvez constater, la révolution étant en 1789, que la république a quand même mis du temps à s'installer. Hein. Donc depuis cette période-là, 1870, la troisième, on est globalement resté en république, si on fait exception de la petite période 1940-1944 du régime de Vichy. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette période à partir de là jusqu'à aujourd'hui. Mais si on veut comprendre ce qui se passe là, on est obligé de parler un petit peu de ce qui se passe avant. La République est fille de la Révolution, elle a dû se battre pour s'installer. Donc on va faire un petit saut en 1789, rapide. Le 14 juillet, hein, la prise de la Bastille, fête nationale, comme vous le savez, le début officiel de la Révolution. Alors la Révolution, c'était quoi, hein? C'était la contestation d'un système d'ordre où le tiers-État, hein, on va dire 80% de la population, les gens qui travaillaient, payaient des impôts pour une petite minorité, hein, la noblesse et le clergé, donc les gens d'église, qui eux ne travaillaient pas, qui bénéficiaient de privilèges par leur naissance et qui étaient nourris par le travail des autres. Hein, donc la Révolution, c'est la contestation de cela vis-à-vis de ceci. Alors ça commence en 89, les choses s'emballent relativement rapidement. On finit par couper la tête du roi,
c'est quand même pas rien, hein. Les Français ont coupé la tête de leur roi. Vous imaginez un petit peu l'effet en Europe. Alors, ils sont allés très très loin, les révolutionnaires. Ils sont allés très très loin jusqu'à inventer une religion qui n'a pas vraiment fonctionné, le culte de l'être suprême. Hein, le culte de l'être suprême pour remplacer le catholicisme. Alors, pas si facile quand même, parce que les campagnes, les Français étaient globalement religieux, le catholicisme était important, et le catholicisme, l'Église, était du côté du roi. Donc la Révolution, pour survivre, était obligée de se battre contre l'Église. Hein. La Révolution, la République, pour gagner, s'est battue contre l'Église catholique. On pourrait presque dire que c'est dans les gènes de la République la lutte contre l'Église catholique. Bon, je vais un petit peu loin là, mais ça vous permettra de comprendre. Alors, cette période difficile s'achève avec Bonaparte, bon, qui va déboucher sur une autre période un petit peu difficile. Mais bon, ça calme le jeu de la Révolution, des massacres, les esprits s'apaisent. La lutte entre la Révolution et l'Église se termine pas, mais bon, on va dire qu'elle s'apaise. Alors, elle s'apaise comment? Avec le Concordat de 1801, page 41 sur votre livre, qui est représenté sur cette gravure. On voyait Bonaparte, qui est consul à l'époque, hein, et les représentants des religions en France de l'époque, donc des catholiques, des protestants et des juifs. Alors, qu'est-ce que il réaffirme la liberté des cultes, hein, qui avait été déjà affirmée dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Liberté des cultes, c'est la liberté d'avoir la religion de son choix et de la pratiquer librement. Alors ensuite, les prêtres et les évêques, hein, qui forment le clergé, sont payés par l'État. Ce sont des fonctionnaires, comme aujourd'hui les professeurs. Alors, l'Église reste très influente, notamment dans l'éducation. Hein. Toutes les écoles sont religieuses, sont gérées par des congrégations religieuses. Au niveau de l'assistance, on dirait aujourd'hui l'aide sociale. L'aide sociale, c'est l'Église. Hein. Les hôpitaux, l'aide publique, l'assistance publique, les orphelinats, tout est contrôlé et géré par l'Église. Donc en 1880, hein, le début de notre cours, ce système est encore en place, hein, le Concordat de Bonaparte dès 1801 et l'importance de l'Église dans la société. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein, les employés de l'Église, les prêtres, les évêques, ne sont plus payés par l'État, ce ne sont plus des fonctionnaires, ils sont payés par l'Église catholique. Alors ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment on est passé du Concordat à la situation actuelle. Hein, c'est un petit peu l'objet de ce cours. Donc vous me ferez les exercices de la page 41 et nous on va sauter directement à la naissance de la Troisième République. Alors la Troisième République, elle naît de la défaite de la guerre franco-allemande, 1870-1871, l'Empire français qui déclare la guerre au Royaume de Prusse, les hostilités prennent fin quelques mois plus tard, avec la signature d'un armistice, le traité de paix est signé qui consacrait la défaite de la France. Alors non seulement c'est la défaite de la France, mais les États allemands s'unissent à ce moment-là pour former l'Empire allemand qui est proclamé au château de Versailles. Le château de Versailles, le château de Louis XIV. Hein, vous imaginez quand même la honte suprême, l'Empire allemand qui est proclamé au château de Versailles. Hein, les Français auront du mal à digérer l'affront, d'autant qu'une partie du territoire français est annexée à l'est du pays, l'Alsace et la Moselle. Alors, les Français, enfin les Parisiens, les Parisiens vont lutter pendant des mois. C'est la Commune de Paris, du 18 mars au 18 mai, enfin pendant quelques semaines. Ils sont écrasés, ils sont arrêtés, et une bonne partie de ces gens-là ont été déportés vers la Nouvelle-Calédonie. Vous irez voir les petites vidéos que je vous ai placées dans le diaporama sur le siège de Paris et la Commune de Paris, c'est intéressant. Alors, fin du Second Empire, perte de l'Alsace et de la Lorraine, sentiment de frustration durable vis-à-vis de l'Allemagne, c'est une des causes de la Première Guerre mondiale. La rancœur de cette défaite et puis des peines qui ont été infligées à la France à ce moment-là. Alors,
c'est quand même le début de la République. Troisième République, qui va avoir une belle vie, parce que c'est le moment de revenir voir votre petite frise. Troisième République, vous voyez qu'elle succède au Second Empire et qu'elle va durer jusqu'en 1940, la Deuxième Guerre mondiale et le régime de Pétain. Donc on est ici. Alors, Troisième République. Alors, la République se construit en laïcisant la société. Alors, comment vous faire comprendre ça? Bon, la gravure que vous avez sur la gauche, qui est représentée sur votre livre, Proclamation de la République, le 4 septembre, lui c'est Gambetta qui brandit le drapeau tricolore de la République, le symbole de la France, comme vous le savez. On va se souvenir du cours sur le monde ouvrier, que l'on a vu en début d'année. C'est la période du développement, de la naissance et du développement du monde ouvrier, qui, pour améliorer ses conditions de vie, va se battre. Ce sont les luttes ouvrières, manifestations, grèves, luttes, pour obtenir des acquis sociaux, des salaires décents, des horaires de travail décents, petit à petit des jours de congé dans la semaine, les 2 semaines de vacances, des congés payés en 1936, etc. Vous vous rappelez tout ça? Non. C'est à cette période-là aussi que monsieur Karl Marx développe l'idée de la lutte des classes avec la pyramide du capitalisme. Je vous ai déjà montré cette image. Comment on la décrit? Tout en bas, les gens qui travaillent, les ouvriers, les paysans, qui supportent les gens qui profitent de leur travail, les bourgeois qui sont en train de manger en prenant du plaisir, qui sont protégés par l'armée, la police, et au-dessus, par les religieux. Religieux, ça c'est un orthodoxe, ça doit être un catholique, et ça doit être un protestant. La religion qui est au-dessus de l'armée, et tout au sommet de la pyramide, les dirigeants qui peuvent être républicains, démocratiques, ou bien des monarques, mais pour les marxistes, tout ça, c'est la même chose. En bas, des petits qui travaillent, et en haut, des gros qui profitent. Monarchie, république, c'est tout la même chose. Donc nous, on est en France, donc c'est plutôt l'idée de république qui va l'emporter. C'est même pas plutôt, c'est l'idée de république qui va l'emporter. Et vous voyez que dans la pyramide, il y a un échelon important, c'est celui-là, c'est l'Église. Donc les républicains pensent que si la base veut arriver à améliorer ses conditions, notamment en étant plus représentée dans la société politique, il faut supprimer l'influence de l'Église. Alors, c'est le moment de reprendre votre carte mentale et de compléter les zones à compléter. Vous cherchez sur la frise la date du suffrage universel pour les hommes, la date de l'abolition de l'esclavage en France et les dates de début et fin de la Troisième République. Je vous laisse faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte mentale? La période de 1880-45, le départ. Le départ, on est sous le régime du Concordat, qui dit que les cultes sont libres, on a le droit d'avoir la religion que l'on veut. En revanche, l'État paye les salaires du clergé, les prêtres et les évêques, qui sont des employés de l'État. L'État nomme les évêques. Cela a permis de calmer les tensions issues de la Révolution. Mais cela ne change rien à la place de l'Église catholique dans la société, qui est relativement importante dans la vie politique, dans l'armée, dans les écoles, qui sont souvent religieuses, comme je vous disais. Vous chercherez qui est Gambetta à la page 42. Alors, cette laïcisation de la société, elle va passer par 2 étapes, avec des lois très importantes que vous devez savoir. Les lois laïques de Jules Ferry dans les années 1880 et la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc les lois laïques font l'objet de la situation 1, page 46-49, la séparation de l'Église et de l'État fait l'objet de la situation 2, page 50 à 53. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail.
dans les pages suivantes. Alors, l'Église catholique domine la société, je vous disais, dans la vie politique, dans l'armée, dans les écoles, et soutient les monarchistes. L'Église, elle est du côté de l'ancien monde, l'ancien temps, l'époque du roi, l'époque de l'Église. Monarchie, Église catholique, ça va ensemble. Donc forcément, les républicains, ils sont pas très favorables et ils sont inquiets. Je vous rappelle, on a vu aussi quand on étudiait l'évolution de la situation des femmes, que les républicains sont contre le vote des femmes parce que les femmes sont plus religieuses que les hommes. Elles vont davantage à l'église, elles sont plus influencées. Donc les républicains, ils ont peur que les femmes, elles votent pas bien. Elles votent trop proche de l'église catholique. Alors, on ferait les exercices de la page 42. Qui parle de Monsieur Jules Ferry, les années 1880-82, qui instaure l'école d'abord gratuite, ensuite obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans, et laïque. C'est-à-dire que les enseignants sont des laïcs, ils sont payés par l'État, il n'y a plus d'éducation religieuse à l'école. En revanche, un jour dans la semaine est libéré, à l'époque c'est le jeudi, pour que les parents puissent donner une éducation religieuse à leurs enfants s'ils le souhaitent. Le jeudi qui a été transformé en mercredi dans les années 1970. La France est, je crois, le seul pays du monde à avoir un jour comme ça libéré pour la pratique religieuse. Je vous ai résumé ceci sur la carte mentale. Donc les lois laïques de 1880, Jules Ferry, l'école d'abord gratuite, ensuite obligatoire et laïque. Les enseignants sont tous laïques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas religieux, et il n'y a plus d'enseignement religieux à l'école. Un jour libéré pour le catéchisme, et le jeudi, et on remplace cet enseignement par l'enseignement moral et civique, qui est devenu aujourd'hui l'EMC. Vous ferez attention à une petite faute d'orthographe. Alors ça permet à la République de diminuer l'influence de l'Église. L'Église n'est plus présente à l'école. L'instituteur, ce monsieur que vous voyez là, très digne, devient un personnage essentiel de la République. C'est lui qui forme les esprits. Les républicains pensaient que tout passe par l'école, et si on empêche l'Église de laver la tête des enfants, l'Église forcément perdra de sa puissance en France, et ça va très bien fonctionner. Donc l'Église perd son influence à l'école, en revanche l'instituteur devient une sorte de soldat de la République. Alors les écoles religieuses deviennent des écoles libres, c'était déjà des écoles libres, mais ne sont plus financées par l'État. Il faut qu'elles se débrouillent toutes seules pour subvenir à leurs besoins, pour entretenir leurs bâtiments, payer leurs enseignants, etc. Ce qui n'est pas forcément évident. Pas forcément évident, et c'était plus le cas aujourd'hui. Ça a changé dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, on y reviendra. Aujourd'hui, les écoles libres, les écoles privées, qui sont sous contrat avec l'État, les enseignants sont payés par l'État comme dans les écoles publiques. À l'époque de Jules Ferry, donc c'est fini. L'État ne paye que les enseignants. À l'époque, c'est surtout les écoles primaires, les instituteurs laïcs des écoles publiques. Alors, vous me ferez les exercices des pages 43 et 46-47, la situation 1, les lois laïques. Je vous laisse faire. Jules Ferry, une tête à connaître. Et on fait notre petit bilan de cette époque-là. Donc la laïcisation de la société, grâce aux lois de Jules Ferry, 1880. Alors, les avancées de la laïcisation, pas uniquement l'école. L'école, c'est la partie essentielle, mais il y a d'autres petits points à connaître également, comme le rétablissement du divorce qui avait été supprimé, le personnel des hôpitaux qui est progressivement laïcisé.
hein, des religieux qui sont peu à peu remplacés par des gens qui ne sont plus religieux. Alors, la situation reste tendue, hein, reste très tendue dans la société française qui est quand même bien divisée par cette histoire de religion. Alors ça culmine avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, dont je vous ai déjà parlé en début d'année. Donc capitaine Dreyfus, c'était un militaire qui était de confession juive et qui a été accusé d'espionnage vis-à-vis de l'Allemagne à une époque tendue. Hein. On est tournant du siècle, les relations avec l'Allemagne sont pas extraordinaires et on accuse le capitaine Dreyfus d'avoir trahi son pays. Pourquoi c'est la discrimination, on dirait aujourd'hui, parce qu'il est juif. Ça va prendre des années, hein, ça va lui prendre des années pour se sortir de cette affaire et être réhabilité. Et c'est l'écrivain Émile Zola, hein, qu'on a étudié en français, qui a pris sa défense en faisant paraître un article dans le journal L'Aurore sur 5 colonnes, article intitulé J'accuse, dans lequel il accusait la République de trahir ses idéaux de honnêteté, liberté, égalité, en laissant accuser comme ça un innocent. Donc la goutte d'eau qui aboutit au divorce. Le divorce, c'est la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Vous regarderez les documents sur votre livre. Alors, c'est la fin du système du concordat. Alors, la liberté de conscience et des cultes est toujours garantie, hein, ça ne change pas, c'était déjà le cas, mais la République ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte. Cela signifie qu'il n'y a plus de religion officielle et que les membres du clergé ne sont plus payés par l'État. Hein. D'autre part, l'État, les communes récupèrent les bâtiments de l'Église. C'est-à-dire que les églises dans les villages reviennent aux communes et les cathédrales reviennent à l'État qui se doit de les entretenir. Hein. Par exemple, Notre-Dame à Paris qui a brûlé, c'est à l'État de financer les réparations. Alors, ça va pas se passer très très bien, hein, notamment dans les campagnes, parce que comme dans un vrai divorce, hein, on partage les biens, donc il faut faire l'inventaire de tout ce qu'il y a. Hein, c'est-à-dire rentrer dans les églises pour lister, comptabiliser les biens, les peintures, les sculptures, tout ce qu'il peut y avoir de valeur dans une église. Et les catholiques vont très très mal le vivre, surtout dans les régions où la religion est encore importante, en particulier dans l'ouest du pays. Hein, c'est ce qu'on a appelé la querelle des inventaires. Sur votre livre à la page 50-51, vous avez une petite gravure qui représente un épisode de la querelle des inventaires dans les campagnes, la révolte de la population. Alors vous me ferez les exercices tout seul, avec le petit bilan. Donc 1905, on en est là, séparation de l'Église et de l'État, hein, ce régime sous lequel on vit encore aujourd'hui. L'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Les deux personnes qui ont porté ce projet sont messieurs Aristide Briand et monsieur Émile Combes. Vous irez voir le détail, page 50-53. Alors, réaction des catholiques, querelle des inventaires, ça se passe pas très très bien et ça se traîne. Il faudra finalement la Première Guerre mondiale pour mettre un terme à tout ça. Alors, Première Guerre mondiale apaise les esprits à ce niveau-là. Et on peut dire que entre les deux guerres mondiales, la querelle République-Église est plus ou moins inexistante. On a un petit retour en arrière avec le régime de Vichy. 1940, la fin de la Troisième République, Pétain au pouvoir qui instaure le régime de Vichy. Donc c'est la fin de la République, avec un retour aux valeurs traditionnelles, nationalistes, catholiques, les mesures antisémites, la déportation des Juifs, le slogan travail, famille, patrie. C'est ce qu'on verra dans notre dernier thème d'histoire la semaine prochaine.
Donc là encore, je vais vous laisser faire quelques petits exercices tout seul. Pour sauter sur la conclusion de cette première partie, qu'est-ce que je vous ai mis en résumé? La République lutte contre l'Église catholique et instaure peu à peu le principe de laïcité. La République en France s'est construite sur la laïcité. Alors, la définition de la laïcité, c'est le principe de séparation de la religion et de la société civile qui se traduit en France par la séparation des églises et de l'État en 1905. Donc on peut dire, si vous voulez, que la laïcité fait partie de l'ADN de la République française. C'est pour ça que c'est très important pour les Français et que c'est un concept difficile à comprendre quand on n'est pas français pour les étrangers. La laïcité à la française, c'est incompréhensible pour un Américain, par exemple. Je vous ai rappelé ici le texte de Gambetta, qu'on pourrait qualifier de texte fondateur de la République laïque. Donc vous le reprendrez tout seul, tranquillement. Alors, à partir de 1945, que faut-il retenir des relations respectives du religieux et de la République? Bon, tout d'abord, l'affirmation de la laïcité, qui est reprise dans la Constitution de la 4e République, qui est reprise à nouveau dans la Constitution de la 5e République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Dans la Constitution de la 5e République, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Alors, affirmation de la laïcité, en même temps, apaisement de la République, des relations entre la République et l'Église catholique, notamment après 1959 et la loi Debray, qui permet aux écoles libres, donc les écoles privées, sous contrat avec l'État, d'être financées par l'État. Les salaires des enseignants sont dans ce cas payés par l'État. Cela permet à ces écoles d'être plus accessibles donc aux parents qui peuvent librement choisir s'ils préfèrent mettre leur enfant dans une école publique laïque ou dans une école privée qui peut être religieuse. À l'époque, c'est catholique en l'occurrence. Affirmation de la laïcité, apaisement des relations entre la République et l'Église catholique. Qu'en est-il de la pratique religieuse des Français? De moins en moins de catholiques pratiquants, les églises se vident. On ne trouve plus que les vieilles femmes dans les églises. Enfin, ça dépend des endroits, mais souvent. D'autres religions apparaissent, notamment avec l'immigration à partir des années 60, des gens en provenance d'Afrique du Nord qui sont musulmans. L'islam est devenu aujourd'hui la deuxième religion de France. Donc ça pose des questions, parce que cette religion n'était pas présente en 1905 au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Donc j'ai essayé de vous résumer cette évolution depuis les années 60 en images. Alors tout d'abord, une libéralisation de la société, mai 68, les 30 glorieuses, la belle vie, la liberté sexuelle, la pilule contraceptive, puis le droit à l'avortement, les Français de moins en moins religieux, le catholicisme qui recule et les églises qui se vident. En même temps, apparition d'une population immigrée musulmane. Une génération plus tard ou 2 générations plus tard, dans les années 2000, la laïcité est remise en question. Ce qui a amené la loi de 2004 dont on a parlé tout à l'heure, qui interdit les signes religieux, comme ceux que vous voyez sur cette photo, dans une école publique. Le voile, la kippa sont des signes religieux voyants qui sont interdits dans les écoles publiques. Ce voile intégral, lui, est complètement interdit dans l'espace public, c'est-à-dire pas que dans les écoles, partout, dans la rue, pour des raisons de sécurité. Ça n'a absolument rien à voir, ça, avec la laïcité. C'est uniquement parce que on estime que c'est dangereux de ne pas pouvoir reconnaître quelqu'un. Donc dans une école publique, en revanche, ces tenues-là sont interdites. Donc c'est repris par la charte de la laïcité à l'école. Bon, ça sera plus votre programme
de MC l'année prochaine, mais ça n'empêche pas d'en parler quand même un petit peu. Vous irez voir ça tout seul en détail. Alors, laïcité remise en question, obligation de rappeler avec la loi de 2004 que l'école publique doit rester un terrain, on va dire, neutre. Nouveau problème, nouvelle société, nouvelles questions, pas si simple. Les réponses sont encore à trouver. Ce sera à vous les jeunes de les trouver. Alors, qu'est-ce que je vous ai regroupé là la grande mosquée de Paris. Donc à Paris, maintenant on a des mosquées. Celle-ci est en plein centre de Paris. Des jeunes filles qui défendent leur droit à porter le voile. Parce que pour elles c'est important. Pour elles la liberté passe par le droit de porter le voile, qui je vous rappelle est interdit dans les écoles publiques. Sur la droite, nous avons une prière de rue. Donc ce sont des musulmans qui sont en train de faire la prière et qui sont dans la rue. Pourquoi ils sont dans la rue ? Parce que on manque de mosquées en France. Vous vous rappelez notre séparation de l'Église et de l'État ? Attendez, c'est pas sur celle-là. En 1905, qu'est-ce qu'elle disait cette loi ? Que l'État ne subventionne et ne reconnaît aucun culte. L'État ne peut donc pas financer des mosquées. Alors à l'époque, les catholiques avaient récupéré les églises qui existaient, mais ces nouvelles religions, pas nouvelles, ces religions-là, elles n'ont pas de bâtiment. Donc ça pose un problème juridique, on appelle ça un vide juridique. Et ça ouvre la porte à des influences extérieures, des pays musulmans riches comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui financent des mosquées en France. Alors, ça pose évidemment d'autres problèmes que nous n'aborderons pas dans ce cours. Alors, dernier point à voir, évolution des mentalités. Progrès des sciences et techniques, ça pose des nouvelles questions qui divisent la société. Le mariage pour tous, c'est-à-dire éventuellement entre gens du même sexe. La PMA, procréation médicalement assistée, et la GPA, gestation pour autrui, aussi entre gens du même sexe. C'est-à-dire que la cellule familiale traditionnelle catholique, ou pas forcément catholique, traditionnelle, le père, la mère et les enfants, ne seraient plus la seule cellule, n'est plus la seule cellule familiale reconnue. Donc la société française est quand même bien divisée sur ce sujet. Donc je vous ai mis à gauche des manifs contre ces évolutions de la société et à droite des manifs pour ces évolutions de la société. Donc une fois de plus, nouvelle société, nouvelles questions, des réponses pas toujours simples. Et le religieux, dans ce cas-là, est évidemment du côté de la tradition, donc à gauche. Alors, la carte bilan. Que retenir des relations entre la République et le religieux depuis 1945 ? Tout d'abord, l'apaisement entre la République et l'Église catholique, l'évolution de la société depuis les années 60 avec une baisse de la pratique du catholicisme, une augmentation du nombre de musulmans, la réaffirmation du principe de laïcité avec la loi de 2004 sur l'interdiction du port des signes religieux à l'école, et le bilan actuel, religion, État, Église catholique apaisée, certes, tension qui demeure sur des questions de société comme le mariage pour tous, la PMA, le droit à l'avortement qui est régulièrement remis en question, et les problèmes posés par une nouvelle religion qui est largement représentée et qui n'est pas intégrée dans les lois françaises existantes, notamment le problème des lieux de culte, des mosquées, la place de la femme dans la société, la mixité, les fêtes religieuses. Notre calendrier annuel est largement basé sur des fêtes chrétiennes qui n'intègrent pas les fêtes musulmanes, qui sont les fêtes d'une grosse partie de la population française à l'heure d'aujourd'hui. Donc vous voyez, pas mal de questions dont il faudra trouver les réponses. Ça sera à vous les jeunes de les trouver. Et on va s'arrêter là pour ce sujet qui n'est pas un sujet facile, mais qui est important pour vous,
pour comprendre la suite de votre programme d'histoire en première et en terminale l'année prochaine.